Le millionnaire abandonne sa fiancée enceinte. 5 ans plus tard, il la revoit lors d'une fête de luxe. Paris, une nuit de gala. Claire Dumas traverse le salon de cristal du pavillon Le Doyen, la tête haute, vêtue de bordeaux, les yeux fixés droit devant elle. À ses côtés, une fillette de 5 ans aux yeux verts perçants, sa fille, Élodie. Les conversations s'interrompent, les regards se tournent. Non pas vers Claire, la jeune architecte que son fiancé millionnaire a abandonnée enceinte il y a 5 ans, mais vers la femme qu'elle est devenue. Primée par l'UNESCO, à la tête de son propre atelier, une force irrésistible de l'architecture française. De l'autre côté du salon, entre colonnes de marbre et coupes de champagne cristal, Alexandre Morel, héritier de l'empire hôtelier le plus luxueux d'Europe, se fige. Le verre tremble dans sa main. Cette femme, cet enfant, mon Dieu, les yeux de la petite sont les siens. 5 ans plus tôt, il avait choisi l'argent familial, il avait choisi d'obéir à son père tyrannique. Il avait laissé Claire seule, enceinte, brisée, la traitant d'opportuniste. Aujourd'hui, le père est mort. Et Claire n'a plus besoin de lui. Mais Élodie a-t-elle le droit de connaître le père qu'elle n'a jamais eu? Alexandre supplie pour une chance. Claire refuse. Il envoie des fleurs. Elle les jette. Il apparaît à l'école de la fillette. Elle le chasse. Jusqu'à ce qu'une vieille gouvernante révèle la vérité enfouie. Alexandre avait été menacé, manipulé, brisé par le chantage. La douleur de 5 ans peut-elle être guérie? Un homme lâche peut-il devenir un père? Claire saura-t-elle séparer sa propre douleur du besoin de sa fille? Entre le luxe de Paris et les cicatrices du passé, 3 vies se recroisent. Mais cette fois, Claire n'est plus la femme abandonnée. Elle est celle qui a triomphé. Et triompher signifie choisir qui elle veut être, même si cela veut dire laisser entrer l'homme qui l'a détruite. Une histoire de reconstruction, de pardon impossible, et du courage de transformer les ruines en fondations. Claire Dumas reposa sa tasse de café sur la soucoupe en porcelaine blanche, le regard perdu dans la brume matinale qui enveloppait les quais de Saône. Depuis la terrasse du café Les Deux Garçons, elle observait les péniches glisser lentement sur l'eau grise, leurs coques usées portant les traces de décennies de navigation. Le mois d'octobre déployait ses couleurs automnales sur Lyon. Les platanes du vieux Lyon perdaient leurs feuilles dorées et l'air frais sentait la châtaigne grillée et le pain frais des boulangeries environnantes. C'était son dernier matin ici. Demain, elle prendrait le TGV pour Paris. « Tu es sûre de toi, ma chérie ?» demanda sa tante Marguerite en posant une main ridée mais chaleureuse sur la sienne. Claire se tourna vers cette femme qui l'avait élevée après la mort de ses parents dans un accident de voiture, quand elle avait 15 ans. Marguerite Dumas, professeure de littérature à la retraite, vivait dans un appartement modeste du 5e arrondissement lyonnais, rempli de livres anciens et de photos jaunies. Elle avait toujours encouragé Claire à poursuivre ses rêves, même lorsque ceux-ci l'éloignaient d'elle. « Je suis sûre, tante Marguerite, » répondit Claire en serrant doucement cette main fragile. « Le cabinet Bellecour & Associés m'a fait une offre que je ne peux pas refuser. C'est l'opportunité de ma vie. Paris est une ville impitoyable, tu sais. Elle dévore les rêveurs. » Claire sourit, un sourire teinte de mélancolie. « Alors j'essaierai de ne pas être dévorée. » Elle avait 28 ans, un diplôme brillant de l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon et un portfolio qui avait séduit l'un des cabinets d'architecture les plus réputés de la capitale. Pendant 6 ans, elle avait travaillé pour de petites agences locales, dessinant des extensions de maisons bourgeoises et des rénovations de bâtiments historiques. Mais Paris représentait autre chose. Les projets d'envergure, les concours internationaux, la reconnaissance. Claire voulait laisser son empreinte dans la pierre et le verre, prouver que la fille orpheline de Lyon pouvait briller parmi l'élite parisienne. Le TGV fila à travers les paysages de Bourgogne le lendemain matin. Claire colla son front contre la vitre froide, observant les champs de vignes défiler à toute vitesse. Dans son sac en cuir marron, elle serrait son carnet de croquis, rempli de dessins de façades haussmanniennes et de structures contemporaines en acier. Son cœur battait vite. Trop vite. L'excitation se mêlait à une peur sourde qu'elle refusait d'admettre. Lorsque le train entra en gare de Lyon à Paris, Claire fut happée par le tourbillon humain de la capitale. Les annonces résonnaient en écho sous les hautes voûtes métalliques. Les voyageurs se pressaient dans toutes les directions, et l'odeur âcre du café de la brasserie de gare se mêlait aux effluves de diesel. Elle héla un taxi et donna l'adresse de son nouvel appartement, rue de Turenne, dans le Marais. L'appartement était minuscule.
23 mètres carrés sous les toits, avec une fenêtre de toit donnant sur les cheminées parisiennes. Le parquet grinçait sous ses pas et la salle de bain était si étroite qu'elle devait se tourner de profil pour y entrer. Mais c'était le sien. Elle posa ses valises, ouvrit la fenêtre en grand malgré le froid et inspira profondément. Paris sentait la pluie, la fumée de cigarettes et quelque chose d'indéfinissable qu'elle ne connaissait pas encore, la promesse. Le cabinet Bellecour & Associés occupait un immeuble de style néoclassique, près de la place des Vosges. La façade en pierre de taille, les fenêtres à carreaux et la porte cochère en bois massif respiraient l'élégance discrète. Claire arriva à 8 heures précises le lundi matin, vêtue d'un tailleur noir sobre et de bottines en cuir. Elle avait passé la nuit à répéter mentalement sa présentation. Mademoiselle Dumas, une voix grave et assurée la fit sursauter. Un homme dans la cinquantaine, aux tempes grisonnantes et au costume impeccablement coupé, lui tendit la main. « Philippe Bellecour, bienvenue parmi nous. » Le cabinet employait une trentaine d'architectes, urbanistes et designers. L'open space baignait dans une lumière naturelle filtrée par de grandes baies vitrées. Les murs blancs étaient couverts de maquettes, de planches de tendance et de rendus 3D. L'atmosphère était électrique, un mélange de concentration fébrile et de créativité bouillonnante. On lui attribua un bureau près d'une fenêtre, donnant sur une cour intérieure pavée. Son premier projet consistait à collaborer sur la rénovation d'un hôtel particulier du 16e arrondissement, propriété d'une famille fortunée. Claire plongea dans le travail avec une intensité qui surprit ses collègues. Elle restait tard le soir, perfectionnant chaque ligne de ses plans, étudiant l'histoire architecturale de l'immeuble, proposant des solutions audacieuses qui respectaient le patrimoine tout en intégrant des technologies modernes. « Elle est douée », commenta Sylvain, un collègue trentenaire aux allures de hipster parisien, lunettes rondes et barbe soigneusement taillée. « Douée, mais elle travaille trop », répondit Chloé, une jeune urbaniste au sourire contagieux. Elle devrait sortir un peu, profiter de Paris. Claire entendait ces remarques mais n'en tenait pas compte. Elle n'était pas venue pour s'amuser. Pas encore, peut-être jamais. 3 semaines après son arrivée, Philippe Bellecour la convoqua dans son bureau. « Claire, votre travail sur l'hôtel Montmorency est remarquable. J'aimerais que vous m'accompagniez à une réception jeudi soir. C'est un événement important pour le cabinet et votre présence serait bénéfique. » Claire accepta, le cœur battant. Elle n'avait jamais fréquenté ce genre d'événement mondain. Le jeudi soir, elle enfila la seule robe correcte qu'elle possédait. Une robe noire simple, cintrée à la taille, qui lui arrivait aux genoux, et rejoignit Philippe devant l'hôtel particulier du 7e arrondissement où se tenait la soirée. Le hall d'entrée était somptueux. Un escalier en marbre blanc serpentait vers les étages supérieurs, éclairé par un lustre en cristal de Bohême qui projetait des reflets prismatiques sur les murs lambrissés. Des serveurs en livrée circulaient avec des plateaux de champagne et de canapés au saumon fumé. L'assemblée était composée d'architectes, de promoteurs immobiliers, de journalistes spécialisés et de membres de la haute société parisienne. Claire se sentait comme une intruse. Elle saisit une coupe de champagne pour se donner une contenance et se plaça près d'une fenêtre, observant la foule avec un mélange de fascination et d'appréhension. « Vous avez l'air de quelqu'un qui préférerait être ailleurs », fit une voix masculine derrière elle. Claire se retourna. L'homme qui lui parlait était grand, élancé, vêtu d'un costume gris anthracite parfaitement ajusté. Ses cheveux châtains étaient coiffés avec négligence étudiée, et ses yeux d'un bleu glacier la fixaient avec une curiosité amusée. Il tenait une coupe de champagne qu'il n'avait manifestement pas touchée. « Je ne suis pas très à l'aise dans ce genre d'événement », admit Claire, surprise par sa propre franchise. « Moi non plus, répondit-il avec un sourire en coin, mais je suis obligé d'y être. Alexandre Morel, se présenta-t-il en lui tendant la main. Claire Dumas. La poignée de main fut ferme, brève. Alexandre Morel. Le nom lui disait vaguement quelque chose, mais elle ne parvenait pas à le situer. « Vous êtes architecte ?» demanda-t-il en désignant le badge qu'elle portait au revers de sa veste. « Oui, je viens d'intégrer le cabinet Bellecour. Et vous ?»« Disons que je suis dans l'hôtellerie. » Un euphémisme, comprit-elle plus tard. Ils parlèrent pendant près d'1 heure. Alexandre posait des questions sur son travail, s'intéressait réellement à ses réponses, riait de ses remarques. Il avait ce mélange rare d'assurance et de simplicité qui mettait Claire à l'aise. Lorsque Philippe vint la chercher pour la présenter à d'autres invités, Alexandre griffonna son numéro sur une carte de visite.
J'aimerais vous inviter à dîner. Si vous acceptez, bien sûr. » Claire prit la carte, troublée. Elle n'avait pas eu de relation sérieuse depuis des années, trop absorbée par sa carrière. Mais quelque chose dans le regard d'Alexandre l'avait touchée. « D'accord, » murmura-t-elle. Leur premier dîner eut lieu dans un bistrot discret du Marais, loin des restaurants étoilés et du tumulte des grands boulevards. Alexandre avait insisté pour choisir un endroit authentique. Ils mangèrent un bœuf bourguignon accompagné d'un vin de Bordeaux, assis à une table près de la fenêtre qui donnait sur une ruelle pavée. « Vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous faisiez exactement dans l'hôtellerie, » remarqua Claire en le regardant par-dessus son verre. Alexandre hésita puis sourit. « Ma famille possède plusieurs hôtels en France, à Paris, Nice, Bordeaux. C'est une affaire familiale depuis mon arrière-grand-père. Plusieurs hôtels, » répéta Claire, réalisant soudain l'ampleur de ce qu'il venait de dire. « Le groupe Morel Prestige, vous en avez peut-être entendu parler. » Claire le fixa, stupéfaite. Morel Prestige était l'un des groupes hôteliers les plus prestigieux d'Europe. Des palaces 5 étoiles fréquentés par des célébrités, des hommes d'affaires et des chefs d'État. Alexandre Morel n'était pas simplement dans l'hôtellerie, il était l'héritier d'un empire. « Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt ?» demanda-t-elle, une pointe d'irritation dans la voix. « Parce que les gens changent de comportement quand ils savent. Vous auriez été différente avec moi. Moins naturelle. » Claire ne sut quoi répondre. Il avait raison. Elle but une gorgée de vin pour masquer son trouble. « Et vous ?» reprit Alexandre. « Pourquoi l'architecture ?»« Mes parents sont morts quand j'avais 15 ans, » répondit-elle doucement. « Un accident de voiture sur l'autoroute entre Lyon et Grenoble. J'ai grandi avec ma tante. L'architecture, c'est ma façon de construire quelque chose de permanent, de laisser une trace. » Alexandre posa sa main sur la sienne, un geste simple mais réconfortant. « Je suis désolé pour vos parents. C'était il y a longtemps, mais la douleur était toujours là, enfouie sous les années et le travail acharné. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Alexandre et Claire se voyaient presque tous les soirs. Ils l'emmenaient dans des endroits qu'elle n'aurait jamais découverts seule. Des expositions d'art contemporain à la Fondation Louis Vuitton, des concerts de musique classique à la Philharmonie, des promenades nocturnes le long des berges de la Seine. Alexandre connaissait Paris comme sa poche, mais il la redécouvrait à travers les yeux émerveillés de Claire. Un samedi après-midi, ils visitèrent la Sainte-Chapelle. Claire resta bouche bée devant les vitraux monumentaux qui projetaient des arcs-en-ciel de lumière colorée sur les murs de pierre. Alexandre l'observait en silence, un sourire attendri aux lèvres. « Vous êtes fascinante, » dit-il soudain. « Pourquoi ? » « Parce que vous regardez le monde comme s'il était une œuvre d'art à déchiffrer. » Elle rit, gênée. « C'est le regard d'une architecte, rien de plus. » « Non, c'est le regard d'une rêveuse. » Ce soir-là, ils s'embrassèrent pour la première fois sous un porche du Marais, tandis que la pluie tambourinait sur les pavés. Claire sentit quelque chose se briser en elle, un mur qu'elle avait construit pour se protéger. Elle se laissa aller, pour la première fois depuis des années. 3 mois après leur rencontre, Alexandre invita Claire à dîner chez ses parents. La perspective la terrifiait. Elle avait conscience du fossé social qui les séparait. Lui, l'héritier d'une dynastie hôtelière. Elle, l'orpheline devenue architecte par acharnement. Mais Alexandre insistait, rassurant. « Mes parents sont des gens ordinaires, tu verras. » Enfin, ordinaires à leur manière. La demeure familiale se trouvait avenue Foch, dans le 16e arrondissement. Un hôtel particulier du 19e siècle, entouré d'un jardin privé. Claire sonna à la porte avec des mains tremblantes. Un majordome en livrée lui ouvrit et la guida à travers un hall décoré de tableaux anciens et de mobilier d'époque. Le salon où l'attendait la famille Morel ressemblait à un décor de film. Haut plafond mouluré, cheminée en marbre, canapé en velours et tapis persan. Édouard Morel, le patriarche, était un homme imposant dans la soixantaine avancée, au regard perçant et à la mâchoire carrée. Geneviève, son épouse, était une femme élégante aux cheveux argentés tirés en chignon, vêtue d'un tailleur Chanel. « Mademoiselle Dumas, je présume », fit Édouard d'une voix grave. Claire lui serra la main, sentant immédiatement la froideur de l'accueil. Geneviève l'examina de la tête aux pieds avec un sourire poli mais distant. « Alexandre nous a beaucoup parlé de vous, dit-elle. Vous êtes architecte, n'est-ce pas ? » « Oui, madame. Je travaille pour le cabinet Bellecour. »« Charmant, » répondit Geneviève d'un ton qui suggérait exactement le contraire. Le dîner fut une épreuve. Édouard monopolisa la conversation, parlant affaires,
stratégie d'expansion et acquisitions immobilières. Geneviève posait des questions à Claire sur sa famille, son éducation, ses origines, avec une curiosité qui ressemblait davantage à un interrogatoire. Alexandre tentait de détendre l'atmosphère, mais Claire voyait bien qu'il était mal à l'aise. « Votre père était dans quel secteur, mademoiselle Dumas ?» demanda Édouard, en découpant méthodiquement son magret de canard. « Il était comptable dans une PME à Lyon, monsieur. » Un silence pesant suivit. Édouard échangea un regard avec son épouse. « Je vois, dit-il simplement. » Après le dessert, une tarte tatin que Claire ne toucha presque pas, Alexandre la raccompagna dans le jardin. L'air frais de novembre lui fit du bien. « Je suis désolé, dit-il en passant une main dans ses cheveux. Mes parents sont compliqués. Ils ne m'apprécient pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça. C'est juste qu'ils ont des attentes très précises concernant mon avenir. Mais ça n'a aucune importance. C'est ma vie, pas la leur. » Claire voulait le croire. Mais l'inquiétude s'était installée dans son cœur. 5 mois après leur rencontre, par une soirée de mars où les premiers bourgeons éclosaient sur les arbres du Luxembourg, Alexandre emmena Claire dans un restaurant sur les toits de Montmartre. La vue sur Paris était époustouflante. Les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles tombées sur terre. La tour Eiffel clignotait au loin et le Sacré-Cœur brillait sous les projecteurs. Après le plat principal, Alexandre sortit un écrin de velours bleu nuit de sa poche et s'agenouilla devant elle. « Claire Dumas, tu as bouleversé ma vie depuis le jour où je t'ai rencontrée. Tu es intelligente, passionnée, courageuse. Je ne veux pas passer un seul jour de plus sans savoir que tu seras à mes côtés. Veux-tu m'épouser ?» Claire éclata en sanglots. Des larmes de joie, de soulagement, de peur aussi. Elle acquiesça, incapable de parler. Alexandre lui passa la bague au doigt, un solitaire en diamant, sobre et élégant. Autour d'eux, les autres clients applaudirent. Claire n'avait jamais été aussi heureuse. Ils fixèrent la date du mariage à septembre, un mariage à la mairie du 7e arrondissement, suivi d'une réception dans l'un des hôtels du groupe Morel. Claire commença à organiser les préparatifs avec l'aide d'une wedding planner recommandée par Geneviève. Robes, traiteurs, liste d'invités, tout s'enchaînait à une vitesse vertigineuse. Puis, en mai, Claire se sentit fatiguée. Nausées matinales, vertiges, retard menstruel. Elle acheta un test de grossesse dans une pharmacie du Marais, le cœur battant. Lorsqu'elle vit les 2 barres roses apparaître, elle resta figée dans sa minuscule salle de bain, le test tremblant dans ses mains. Elle était enceinte. Claire voulait attendre le bon moment pour l'annoncer à Alexandre, mais l'excitation était trop forte. Ce soir-là, lorsqu'il vint la chercher pour dîner, elle lui tendit le test sans un mot. Alexandre le fixa longuement. Son visage était indéchiffrable. « Tu es sûr ?» demanda-t-il d'une voix étrange. « Oui, je vais prendre rendez-vous chez le médecin, mais... » « Alexandre, nous allons avoir un bébé. » Il la prit dans ses bras, mais Claire sentit une tension dans son étreinte. Quelque chose n'allait pas. « C'est merveilleux, dit-il finalement. Vraiment. » Mais son sourire ne touchait pas ses yeux. Les jours suivants, Alexandre changea. Subtilement d'abord, puis de manière de plus en plus évidente. Il annula 2 dîners sous prétexte de réunions professionnelles urgentes. Il répondait à ses messages avec des heures de retard. Lorsqu'ils se voyaient, il semblait distant, préoccupé. Claire essaya d'aborder le sujet. « Tu es stressé par le bébé ?» demanda-t-elle un soir, alors qu'il marchait dans le jardin des Tuileries. « Non, ce n'est pas ça, c'est juste le travail. Une acquisition compliquée en Espagne. Mon père est très exigeant en ce moment. »« Ton père ?» Alexandre évita son regard. « Il veut que je reprenne la direction du groupe d'ici 2 ans. Il me met la pression. » Claire n'insista pas, mais l'inquiétude grandissait. Elle tenta de se rassurer. C'était normal, un futur père pouvait être stressé. Mais au fond d'elle, une petite voix criait que quelque chose clochait. Un soir, Alexandre la retrouva dans son appartement. Il était tendu, les traits tirés. Il refusa le thé qu'elle lui proposa et resta debout, les mains dans les poches. « Il faut qu'on parle, dit-il. » Claire sentit son sang se glacer. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Claire, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. Avec le bébé et le mariage, tout va trop vite. »« Trop vite ?» répéta-t-elle, incrédule. « Tu m'as demandé en mariage, Alexandre. C'était ton idée. Je sais, mais je ne suis pas sûr d'être prêt pour tout ça. Pas maintenant. » Claire le fixa, cherchant une explication dans son regard. Mais il détournait les yeux. « Qu'est-ce que tu es en train de me dire exactement ? Je pense qu'on devrait prendre du recul. Réfléchir. On s'est précipité. »
Réfléchir. Je suis enceinte de ton enfant. Le mariage est dans 4 mois. Alexandre se passa une main sur le visage, visiblement éprouvé. Je sais, mais je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Pas comme ça. Claire sentit les larmes monter. Elle refusait d'y croire. C'est ta famille, n'est-ce pas? C'est ton père. Il t'a dit quelque chose. Alexandre ne répondit pas immédiatement, mais son silence était plus éloquent qu'un aveu. Mon père pense que ce n'est pas le bon moment, que je dois me concentrer sur ma carrière. Et toi? Qu'est-ce que tu penses, toi? Il leva enfin les yeux vers elle. Ce qu'elle vit la glaça. De la culpabilité, mais aussi de la résolution. Je pense qu'il a peut-être raison. Les jours suivants furent un cauchemar éveillé. Alexandre espaça encore plus ses visites. Il ne répondait plus à ses appels. Claire, désespérée, se rendit un soir chez lui, dans son appartement de l'île Saint-Louis. Il lui ouvrit, l'air épuisé. « Claire, tu ne peux pas débarquer comme ça. Tu me fuis !» cria-t-elle, les larmes aux yeux. « Je porte ton enfant et tu me fuis comme un lâche. Baisse d'un ton, les voisins vont t'entendre. Je me fiche des voisins. Je veux comprendre ce qui se passe. » Alexandre soupira longuement. Puis, d'une voix froide qu'elle ne lui connaissait pas, il lâcha. « Tu veux vraiment savoir? Mon père m'a donné un ultimatum. Soit je romps avec toi, soit il me déshérite et me retire toute fonction dans l'entreprise. Il pense que tu cherches à t'accrocher à moi à cause de l'argent, que le bébé est un piège. » Claire recula comme si elle avait reçu une gifle. « Un piège? Tu crois vraiment ça? » « Je ne sais plus ce que je crois, » dit-il en détournant le regard. Claire sentit quelque chose se briser en elle. Pas son cœur, quelque chose de plus profond, sa dignité peut-être. « Si tu penses que je suis ce genre de femme, alors nous n'avons plus rien à nous dire. » Elle tourna les talons et sortit sans un mot de plus. Derrière elle, elle entendit Alexandre crier son nom, mais elle ne se retourna pas. Elle descendit les escaliers en courant, les larmes brouillant sa vue, et sortit dans la nuit parisienne. C'était fini. Claire resta 3 jours enfermée dans son appartement du Marais, incapable de manger, de dormir, de penser. Les murs semblèrent se refermer sur elle. Chaque objet lui rappelait Alexandre. Le livre qu'il avait oublié sur la table basse, la tasse à café qu'il utilisait le matin, la photo d'eux au Luxembourg, qu'elle finit par retourner face contre le mur. Le 5e jour, elle reçut un message d'Alexandre, bref et glacial. « Je pense qu'il vaut mieux qu'on ne se voit plus. Je te fais virer de l'argent pour t'aider. Prends soin de toi. » Claire lut le message 3 fois avant de le supprimer. Elle ne voulait pas de son argent. Elle ne voulait plus rien de lui. Une semaine plus tard, elle démissionna du cabinet Bellecour. Philippe tenta de la retenir, mais elle resta inflexible. Elle ne pouvait plus rester à Paris. Chaque rue, chaque café, chaque pont sur la Seine lui rappelait ce qu'elle avait perdu. Elle fit ses bagages en une soirée, laissant derrière elle les rêves qu'elle avait tissés dans cette ville. Le TGV qui la ramena à Lyon traversa les mêmes paysages qu'à l'aller, mais cette fois le ciel était gris menaçant. Claire regardait défiler les champs sans les voir vraiment. Sa main se posait instinctivement sur son ventre encore plat. Elle était enceinte de 8 semaines. Dans 7 mois, elle serait mère, seule. Marguerite l'accueillit sans poser de questions. Elle vit l'état de sa nièce et comprit que quelque chose de grave s'était produit. Elle installa Claire dans la petite chambre d'amis, prépara du thé à la camomille et attendit. Ce fut seulement 3 jours plus tard que Claire trouva la force de raconter. « Il m'a abandonnée, tante Marguerite. Il a choisi sa famille, son argent, son empire. Je n'étais pas assez bien pour eux. » Marguerite serra la main de Claire dans la sienne, ses yeux brillants de larmes contenues. « Ma chérie, écoute-moi bien. Cet homme est un lâche, mais tu n'es pas une victime. Tu es une combattante. Tu vas te relever, tu vas élever cet enfant, et tu vas prouver au monde entier de quoi tu es capable. » Claire voulait y croire. Mais la nuit, seule dans son lit, elle pleurait jusqu'à l'épuisement. Les mois de grossesse furent une épreuve physique et émotionnelle. Claire chercha du travail, mais les agences d'architecture lyonnaises étaient frileuses à l'idée d'embaucher une femme enceinte, même diplômée. Elle finit par accepter des missions freelance, plans de rénovation pour des particuliers, petits projets d'aménagement. L'argent rentrait au compte-gouttes. Marguerite refusa qu'elle paie un loyer, mais Claire insistait pour participer aux courses et aux factures. Elle s'inscrivit au cours de préparation à l'accouchement à l'hôpital Édouard Herriot. Dans la salle lumineuse où se réunissaient les futures mères, Claire était la seule à venir seule. Les autres femmes arrivaient accompagnées de leurs compagnons.
riant, se tenant la main, partageant leur excitation. Claire s'asseyait à l'écart, les mains sur son ventre rond, et essayait de ne pas penser à ce qui aurait pu être. Un soir de décembre, alors qu'elle rentrait d'un rendez-vous client, elle croisa son reflet dans la vitrine d'une boutique. Elle ne se reconnut pas. Cheveux attachés négligemment, manteau d'hiver élimé, cernes sous les yeux. Qu'était-elle devenue? Les contractions commencèrent un matin glacial de janvier. Marguerite l'accompagna à l'hôpital en taxi. Claire accoucha après 14 heures de travail épuisant. Lorsque la sage-femme déposa le bébé sur sa poitrine, Claire éclata en sanglots. C'était une petite fille, minuscule, parfaite, avec des yeux verts perçants qui la fixaient intensément. « Comment allez-vous l'appeler » demanda la sage-femme. « Élodie » murmura Claire. « Élodie Dumas ». Dans les jours qui suivirent, Claire découvrit une forme d'amour qu'elle n'avait jamais connue. Un amour absolu, viscéral, qui effaçait tout le reste. Chaque sourire d'Élodie, chaque petit bruit qu'elle faisait, chaque fois qu'elle s'endormait contre elle, Claire sentait une force nouvelle naître en elle. Elle n'avait pas choisi cette situation, mais elle avait choisi de se battre. Les 3 premières années furent un combat quotidien. Claire jonglait entre les biberons, les couches, les nuits blanches et le travail freelance. Elle dessinait pendant les siestes d'Élodie, travaillait tard dans la nuit après l'avoir couchée, répondait aux mails clients à l'aube avant qu'elle ne se réveille. Marguerite l'aidait autant qu'elle le pouvait, mais elle vieillissait et sa santé déclinait. Claire s'inscrivit à des concours d'architecture, espérant se faire remarquer. Elle remporta une mention honorable pour un projet de crèche écologique, puis une 2e place pour la rénovation d'un bâtiment industriel reconverti en espace culturel. Petit à petit, son nom commençait à circuler dans les cercles professionnels lyonnais. Élodie grandissait. C'était une enfant vive, curieuse, qui posait 1000 questions par jour. Ses yeux verts ressemblaient cruellement à ceux d'Alexandre. Parfois, Claire la regardait et sentait une douleur sourde se réveiller. Mais elle ne parlait jamais de lui. Lorsque Élodie demandait où était son papa, Claire répondait simplement « Ton papa ne peut pas être avec nous, ma chérie, mais je t'aime assez pour 2. » À 4 ans, Élodie entra à l'école maternelle. Claire profita de ce temps libre pour intensifier sa recherche de contrats. Elle envoya son portfolio à des dizaines d'agences, participa à des salons professionnels, créa un site web pour présenter ses projets. Mais la reconnaissance tant espérée tardait à venir. En septembre, Claire fut contactée par Beaumont Construction, une entreprise lyonnaise de taille moyenne spécialisée dans la rénovation de bâtiments historiques. Ils cherchaient un architecte pour un projet ambitieux, transformer une ancienne manufacture textile du XIXe siècle en complexe résidentiel de standing. Le budget était conséquent, le projet passionnant. Claire prépara sa candidature avec un soin maniaque. La présentation eut lieu dans les bureaux de Beaumont, devant un comité de 5 personnes, dont Gérard Beaumont lui-même, le PDG, et Thierry Marchand, l'architecte senior de l'entreprise. Claire présenta ses planches, expliqua sa vision. Respecter l'âme industrielle du lieu tout en créant des espaces lumineux et modernes. Beaumont parut séduit. Marchand, en revanche, la regardait avec une hostilité à peine dissimulée. « C'est intéressant, mademoiselle Dumas, » dit Beaumont. « Nous vous recontacterons très prochainement. » 3 jours plus tard, elle reçut un appel. Beaumont lui proposait le contrat. Claire accepta, tremblante d'émotion. C'était le tournant qu'elle attendait. Elle signa le contrat, commença immédiatement les études préliminaires, passa des nuits entières sur les plans. Marguerite gardait Élodie et Claire s'immergeait totalement dans le projet. 2 mois plus tard, alors qu'elle devait présenter l'avant-projet définitif, Claire reçut une convocation urgente chez Beaumont. Lorsqu'elle entra dans la salle de réunion, l'atmosphère était glaciale. Gérard Beaumont était là, accompagné de son avocat. Thierry Marchand affichait un sourire suffisant. « Mademoiselle Dumas, nous avons un problème grave », annonça Beaumont d'une voix dure. « Il semblerait que votre projet soit une copie d'un travail existant. » Claire blêmit. « Pardon? Une copie? De quoi parlez-vous » Marchand posa un dossier sur la table. « Ces planches ont été publiées il y a 3 ans dans une revue italienne. Votre projet ressemble de manière troublante à celui-ci. » Claire saisit le dossier et le feuilleta, incrédule. Effectivement, certains éléments architecturaux étaient similaires. La disposition des coursives intérieures, le traitement des façades vitrées. Mais c'était un hasard, une convergence logique dans le traitement de ce type de bâtiments industriels. « C'est absurde !» s'écria-t-elle. « Ce sont des solutions architecturales classiques pour ce genre de reconversion. Je n'ai jamais vu ce projet italien.
Pouvez-vous le prouver ? Demanda l'avocat. Je peux vous montrer mes carnets de croquis, mes recherches, tout le processus créatif. Cela ne prouve rien, intervint Marchand d'un ton mielleux. Vous avez pu vous inspirer de ce projet et reconstituer un faux processus créatif. Claire réalisa soudain ce qui se passait. Marchand l'avait piégé. Il avait trouvé un projet similaire et l'accusait de plagiat pour la discréditer et récupérer le contrat. « C'est vous », dit-elle en le fixant. « Vous m'avez tendu un piège. »« Attention à vos accusations, mademoiselle Dumas », répliqua-t-il froidement. Beaumont leva la main. « Je suis désolé, mais dans ces conditions, nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration. Le contrat est résilié. »« Mais c'est injuste », protesta Claire, les larmes aux yeux. « Je n'ai rien fait de mal. Nous avons également l'obligation de signaler ce cas à l'ordre des architectes, ajouta l'avocat. Ils ouvriront une enquête. » Claire sortit du bureau en état de choc. Elle avait perdu le contrat, son nom était sali, et une procédure disciplinaire allait être lancée contre elle. Dans les semaines qui suivirent, les rumeurs se répandirent dans le milieu professionnel lyonnais. Plus personne ne voulait travailler avec elle. Les contrats se tarirent. Claire tomba dans une spirale de désespoir. Un matin de novembre, alors que Claire consultait mécaniquement ses emails en buvant un café froid, un message attira son attention. L'expéditeur était Vernou & Partners, une firme internationale d'architecture basée à Paris. Le message était signé Isabelle Vernou, CEO. « Madame Dumas, j'ai découvert votre travail lors d'une conférence à Bordeaux il y a 2 ans. Votre projet de crèche écologique m'avait particulièrement marqué. J'ai suivi votre parcours depuis et je souhaiterais m'entretenir avec vous concernant une opportunité au sein de notre cabinet parisien. Seriez-vous disponible pour un rendez-vous à Paris dans les prochaines semaines ? Cordialement, Isabelle Vernou. » Claire relut le message 3 fois. C'était trop beau pour être vrai. Pourquoi une grande firme internationale s'intéresserait-elle à elle, surtout maintenant, alors que sa réputation était entachée ? Elle montra le mail à Marguerite. « C'est peut-être un piège, dit-elle, ou une erreur. »« Ou peut-être une vraie chance, répondit Marguerite. « Tu n'as rien à perdre, ma chérie. Va à ce rendez-vous. » Claire hésita longuement, puis répondit positivement. Elle prit rendez-vous pour la semaine suivante et réserva un billet de TGV. Le retour à Paris la terrifiait. Elle n'y avait pas remis les pieds depuis 5 ans. Le jour du rendez-vous, Claire confia Élodie à Marguerite et prit le train pour Paris. En arrivant gare de Lyon, elle fut submergée par les souvenirs. Les rues, les odeurs, les bruits de la capitale ravivaient des blessures qu'elle croyait cicatrisées. Le cabinet Vernou & Partners occupait un immeuble moderne dans le 10e arrondissement, près du canal Saint-Martin. L'architecture était audacieuse. Façades de verre et d'acier, volumes asymétriques, jardins suspendus. Claire pénétra dans le hall, impressionnée. Isabelle Vernou était une femme dans la cinquantaine, aux cheveux courts poivre et sel, vêtue d'un tailleur pantalon gris. Elle accueillit Claire avec un sourire chaleureux. « Madame Dumas, je suis ravie de vous rencontrer enfin. » Elles s'installèrent dans un bureau lumineux donnant sur le canal. Isabelle alla droit au but. « J'ai entendu parler de vos difficultés récentes. Cette affaire de plagiat. Je connais Thierry Marchand. C'est un homme médiocre et jaloux. Je ne crois pas une seconde à ces accusations. » Claire sentit une bouffée d'émotion monter. « Vous me croyez ? J'ai étudié votre travail, vos carnets de croquis que vous avez mis en ligne. Votre démarche est authentique. Je vous propose de diriger un projet important pour nous. La revitalisation d'un quartier historique dans le 10e. C'est un projet sur 3 ans, avec une équipe de 6 personnes sous votre responsabilité. » Claire resta sans voix. C'était exactement le type de projet dont elle rêvait. « Pourquoi moi ?» finit-elle par demander. « Parce que vous avez du talent, de la sensibilité, et parce que je crois aux secondes chances. Alors, qu'en dites-vous » Claire accepta sans hésiter. Claire retourna à Lyon, fit ses valises et revint à Paris avec Élodie 2 semaines plus tard. Elle trouva un appartement dans le 10e, près du cabinet, un 2 pièces sous les toits avec une vue sur les toits de zinc et les cheminées parisiennes. Élodie, maintenant âgée de 4 ans et demi, fut inscrite dans une école maternelle bilingue, rue du Faubourg Saint-Martin. Le projet de revitalisation était ambitieux. Il s'agissait de transformer un ancien quartier ouvrier en un espace mixte alliant logements sociaux, commerces de proximité, espaces verts et lieux culturels. Claire se jeta corps et âme dans le travail. Elle passait des heures sur le terrain, rencontrait les habitants, écoutait leurs besoins, intégrait leurs suggestions dans ses plans.
Son approche, à la fois technique et humaine, séduisit immédiatement. Les premiers résultats furent présentés à la mairie de Paris 6 mois plus tard. L'adjointe à l'urbanisme félicita publiquement le travail de Claire. Une journaliste de Le Moniteur, magazine spécialisé en architecture, demanda une interview. L'article parut en février, accompagné de photos du projet et d'un portrait de Claire. Le titre annonçait « Claire Dumas, la révélation lyonnaise qui transforme Paris ». L'article évoquait son parcours, ses difficultés, sa renaissance professionnelle. Du jour au lendemain, Claire devint une architecte reconnue. Les mois suivants furent une succession de succès. Elle fut invitée à des conférences, sollicitée pour des collaborations, mentionnée dans des classements de jeunes talents prometteurs. Mais Claire gardait les pieds sur terre. Elle rentrait chaque soir retrouver Élodie, l'aidait à faire ses devoirs, lui lisait des histoires avant de dormir. Sa fille était son ancre. Un matin de juin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner d'Élodie, Claire reçut un email de la part du Comité des Palaces de France. Elle était invitée au gala annuel de l'hôtellerie de luxe qui se tiendrait le 15 juillet au pavillon Le Doyen. L'événement réunissait les plus grands noms du secteur hôtelier, des architectes prestigieux, des journalistes et des personnalités de la haute société. Le mail précisait que son invitation était liée à son travail remarqué dans la rénovation urbaine et à son expertise en architecture hôtelière, un domaine qu'elle n'avait pourtant jamais pratiqué, mais qui intéressait apparemment les organisateurs. Claire fixa l'écran, le cœur battant. Le Comité des Palaces, l'hôtellerie de luxe, Alexandre. Elle savait que le groupe Morel Prestige était l'un des sponsors principaux de cet événement. Les chances qu'Alexandre soit présent étaient énormes. Devait-elle y aller? Devait-elle affronter son passé? Elle en parla à Isabelle Vernoux le lendemain. « Vas-y, lui conseilla sa patronne. Tu as réussi, tu as brillé, tu n'as aucune raison de te cacher. Mais, si je le croise, alors tu lui montres qui tu es devenu. Tu lui montres qu'il a perdu la meilleure chose qui lui soit arrivée. » Claire hésita pendant des jours. Puis, un soir, en regardant Élodie dessiner à la table de la cuisine, elle prit sa décision. Elle irait. Pas pour Alexandre, pour elle. Pour prouver qu'elle avait survécu, qu'elle avait vaincu. Le 15 juillet, Claire se prépara avec un soin méticuleux. Elle avait acheté une robe bordeaux en soie, sobre mais élégante, qui tombait jusqu'aux chevilles. Ses cheveux châtains, qu'elle portait habituellement attachés, cascadaient librement sur ses épaules. Un maquillage discret, des boucles d'oreilles en argent. Elle se regarda dans le miroir et ne reconnut presque pas la femme qu'elle était devenue. Élodie, assise sur le lit, la contemplait avec admiration. « Maman, tu es belle comme une princesse. » Claire sourit et s'agenouilla devant sa fille. « Élodie, je vais emmener à une soirée très importante ce soir. Il y aura beaucoup de gens élégants, de la musique, des lumières. Tu devras être sage, d'accord ? » « Je serai sage, promis. Est-ce que je peux mettre ma jolie robe blanche ? » « Bien sûr, ma chérie. » Claire avait décidé d'emmener Élodie. C'était un choix délibéré. Sa fille faisait partie d'elle, de son histoire, de sa victoire. Elle ne la cacherait pas. Lorsqu'elles arrivèrent au pavillon Le Doyen, la nuit commençait à tomber sur les Champs-Élysées. Le bâtiment néoclassique brillait de 1000 feux. Des voitures de luxe déposèrent les invités devant l'entrée. Claire prit la main d'Élodie et avança vers le perron. Le hall d'entrée était somptueux. Lustres en cristal, tentures de velours, serveurs en smoking circulant avec des plateaux de champagne. Les invités, en robes de soirée et costumes sur mesure, conversaient en petits groupes. Claire chercha du regard un visage familier, quelqu'un du cabinet Vernoux. Et puis elle le vit, Alexandre Morel. Il se tenait près d'une colonne en marbre, un verre de champagne à la main, en grande discussion avec un homme d'affaires japonais. Il portait un smoking noir impeccable, ses cheveux châtains légèrement grisonnants aux tempes. Il avait vieilli, mais pas mal. Les rides autour de ses yeux lui donnaient une profondeur nouvelle. Claire s'immobilisa. Son cœur battait si fort qu'elle craignit qu'on ne l'entende. Élodie tira sur sa main. « Maman, on peut aller voir les gâteaux ?» Alexandre se tourna à ce moment précis. Leurs regards se croisèrent. Le temps sembla s'arrêter. Alexandre ouvrit la bouche, ferma les yeux comme s'il avait reçu un coup, puis les rouvrit. Il fixait Claire avec une expression de stupeur totale. Son regard glissa vers Élodie, vers ses yeux verts, vers ses traits qui ressemblaient tellement aux siens. Il pâlit. Le verre de champagne trembla dans sa main. Claire redressa les épaules, prit la main d'Élodie et traversa le hall sans le regarder.
Elle sentait son regard brûlant dans son dos. Mais elle ne se retourna pas. Pas maintenant. Pas encore. Le lendemain matin, Claire fut réveillée par la sonnette de l'interphone. Encore engourdie de sommeil, elle ouvrit. C'était un livreur tenant un énorme bouquet de pivoine blanche. Livraison pour Madame Dumas. Claire signa, interloquée. Elle posa le bouquet sur la table de la cuisine et chercha la carte. L'écriture était reconnaissable entre mille. « Claire, je ne sais pas par où commencer. Te revoir hier soir a bouleversé ma vie. Je sais que je n'ai aucun droit de te contacter, mais j'ai besoin de te parler, s'il te plaît. Alexandre. » Claire froissa la carte et la jeta à la poubelle. Les fleurs suivirent. Dans les jours qui suivirent, Alexandre multiplia les tentatives. Emails, messages, lettres envoyées au cabinet Vernou. Claire les ignorait systématiquement. Puis, un mardi après-midi, alors qu'elle venait chercher Élodie à l'école, elle le vit, debout devant le portail. Il l'attendait. « Claire, s'il te plaît, va-t'en, » dit-elle d'une voix glaciale. « Je veux juste parler. Il n'y a rien à dire. Tu as fait ton choix il y a 5 ans. » Élodie sortit à ce moment-là, courant vers sa mère. Elle s'arrêta net en voyant Alexandre, le dévisageant avec curiosité. « Bonjour, » dit-elle poliment. Alexandre s'accroupit à sa hauteur, les yeux brillants d'émotion. « Bonjour, comment tu t'appelles ?»« Élodie. Et toi ?»« Alexandre. » Claire saisit la main de sa fille et l'éloigna. « Ne t'approche plus de nous, » dit-elle à Alexandre d'une voix tremblante de colère. « Si tu continues, j'irai voir la police. » Elle partit sans se retourner, serrant Élodie contre elle. 3 jours plus tard, Claire reçut un appel d'un numéro inconnu. Elle décrocha, méfiante. « Madame Dumas ?» fit une voix de femme âgée. « Je m'appelle Hélène Perrault. J'étais la gouvernante de la famille Morel pendant 30 ans. J'aimerais vous parler. Je ne vois pas de quoi nous pourrions parler. Il s'agit d'Alexandre et de ce qui s'est passé il y a 5 ans. Vous méritez de savoir la vérité. » Claire hésita puis accepta. Elles se retrouvèrent le lendemain dans un salon de thé discret du Marais. Hélène était une femme dans la 60 aux cheveux blancs tirés en chignon vêtus sobrement. Elle commanda un thé Earl Grey et attendit que Claire soit servie avant de parler. « Je travaillais pour les Morel depuis l'époque où Alexandre était enfant. J'ai tout vu, tout entendu. Pourquoi me racontez-vous ça maintenant ? Parce qu'Alexandre est malheureux depuis 5 ans, parce que j'ai pris ma retraite et que je ne leur dois plus rien, et parce que vous méritez de savoir. » Hélène raconta. Édouard Morel, le père d'Alexandre, était un homme tyrannique, obsédé par l'image de sa famille et la pureté de sa lignée. Lorsqu'il avait appris la grossesse de Claire, il était entré dans une rage folle. Il avait convoqué Alexandre dans son bureau et lui avait donné un ultimatum brutal. Soit il rompait immédiatement avec Claire et reniait l'enfant, soit il serait déshérité, exclu de l'entreprise familiale et sa réputation serait détruite publiquement. Édouard a menacé de monter un scandale, poursuivit Hélène. Il disait qu'il raconterait aux médias que vous aviez piégé Alexandre, que vous étiez une arriviste. Il allait jusqu'à menacer de vous faire perdre votre emploi. Claire sentit les larmes monter. Et Alexandre a accepté. Il avait 29 ans. Il était sous l'emprise de son père depuis toujours. Édouard le manipulait, le contrôlait. Alexandre n'a jamais su dire non à son père. « Cela ne l'excuse pas, » dit Claire d'une voix brisée. « Non, » admit Hélène. Mais après votre départ, Alexandre est tombé en dépression. Il ne sortait plus, ne travaillait plus. Il buvait. Édouard a dû le faire hospitaliser pendant 2 mois. Quand il est sorti, il était éteint, comme mort à l'intérieur. Pourquoi me dites-vous tout ça? Parce qu'Édouard est mort il y a 6 mois. Cancer du pancréas. Alexandre est libre maintenant. Et je pense qu'il veut réparer ce qu'il a détruit. Pas pour récupérer ce qu'il a perdu, mais pour expier. Hélène se leva, déposa quelques billets sur la table et posa une main sur l'épaule de Claire. « Je ne vous demande pas de lui pardonner. Je vous demande juste d'écouter ce qu'il a à vous dire. Ensuite, vous ferez ce que votre cœur vous dictera. » Claire passa 1 semaine à réfléchir. Elle était déchirée entre la colère, la tristesse et quelque chose qu'elle n'osait pas nommer, une curiosité douloureuse. Finalement, elle envoya un message à Alexandre. Samedi, 15h, jardin du Luxembourg. Viens seule. Le samedi, elle confia Élodie à Isabelle Vernou et se rendit au jardin. C'était une belle journée d'été. Les enfants jouaient près du bassin. Des étudiants lisaient sur les chaises vertes. Des couples flânaient main dans la main. Claire s'assit sur un banc près de la fontaine Médicis et attendit.
Alexandre arriva à l'heure exacte. Il portait un jean et une chemise blanche, une tenue décontractée qu'elle ne lui avait jamais vue. Il semblait avoir maigri. Ses traits étaient creusés. « Merci d'avoir accepté de me voir », dit-il en s'asseyant à une distance respectueuse. « Je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait pour moi, pour tourner la page définitivement. » Alexandre hocha la tête. « Je comprends. Claire, je ne cherche pas à me justifier. Ce que j'ai fait est impardonnable. J'étais lâche, faible. J'ai cédé aux pressions de mon père parce que je n'avais pas le courage de lui tenir tête. Tu m'as abandonnée enceinte, dit-elle d'une voix tremblante. Tu m'as accusé de vouloir te piéger. Tu m'as brisé, Alexandre. Je sais, et je vis avec ça chaque jour depuis 5 ans. J'ai pensé à toi constamment. Je me suis demandé où tu étais, ce que tu devenais si le bébé. Élodie, coupa Claire. Elle s'appelle Élodie, et elle a 5 ans. Alexandre ferma les yeux, les traits tordus par l'émotion. Élodie, répéta-t-il. C'est un beau prénom. Elle te ressemble, dit Claire. Elle a tes yeux, ton sourire. Chaque jour, je la regarde et je vois ton visage. Et chaque jour, je dois faire en sorte qu'elle ne sente jamais le vide que tu as laissé. Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage d'Alexandre. Je veux la connaître, pas pour racheter mes erreurs, pas pour te récupérer, juste parce qu'elle est ma fille et que j'ai déjà perdu 5 ans. Elle a un père, dit Claire durement. Moi, je suis son père et sa mère. Tu n'es qu'un donneur de sperme. Le coup porta. Alexandre baissa la tête. Je le mérite. Mais Claire, je te supplie, laisse-moi essayer. Laisse-moi être présent pour elle. Je ne demande rien d'autre. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je ne mérite pas de faire partie de ta vie, mais Élodie, elle mérite de connaître son père. Claire le fixa longuement. 5 ans de souffrance, de lutte, de reconstruction pesaient dans ce regard. Puis, elle se leva. Je vais réfléchir. Mais si tu veux avoir une chance, tu devras prouver que tu as changé. Et ça prendra du temps. Beaucoup de temps. J'ai tout mon temps, dit Alexandre, en se levant également. Je t'attendrai aussi longtemps qu'il faudra. Claire s'éloigna sans se retourner. Mais quelque chose en elle avait changé. Une fissure s'était formée dans le mur qu'elle avait bâti autour de son cœur. Claire ne répondit pas au message d'Alexandre pendant 2 semaines. Elle avait besoin de temps pour digérer ce qu'Hélène lui avait révélé, pour comprendre ses propres sentiments. La colère était toujours là, intacte, mais quelque chose d'autre s'y était mêlé, une forme de compassion douloureuse. Alexandre avait été faible, certes, mais il avait aussi été victime d'un père toxique. Cela ne l'excusait pas, mais cela rendait les choses moins binaires. Les nuits, elle se réveillait en sursaut, assaillie par des questions obsédantes. Avait-elle le droit de priver Élodie de son père biologique? Mais avait-elle le devoir de laisser entrer dans leur vie un homme qui les avait abandonnés? Chaque réponse en soulevait 10 nouvelles. Un soir, alors qu'elle bordait Élodie, la petite fille lui posa une question inattendue. « Maman, pourquoi je n'ai pas de papa comme les autres enfants ?» Claire se figea. Elles avaient déjà eu cette conversation, mais jamais avec cette intensité dans la voix d'Élodie. « Tu as un papa, ma chérie, mais il ne peut pas vivre avec nous. » Pourquoi? Parce que la vie est compliquée parfois. Élodie fronça les sourcils de cette manière si sérieuse qu'elle avait hérité d'Alexandre. Le monsieur devant l'école, celui qui s'appelle Alexandre, c'est lui mon papa? Le cœur de Claire s'arrêta. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il a les mêmes yeux que moi, et parce que tu avais l'air triste quand tu l'as vu. Les enfants percevaient toujours plus qu'on ne le croyait. Claire prit Élodie dans ses bras. Oui, ma chérie, c'est lui. Mais c'est compliqué entre nous. Il n'a pas été là quand tu es née. Il ne m'aimait pas? Ce n'est pas ça. Il avait peur, et il a fait de mauvais choix. Mais aujourd'hui, il aimerait te connaître. Et toi, tu veux qu'il me connaisse? Claire caressa les cheveux de sa fille, cherchant ses mots. Je ne sais pas encore, mon cœur, mais je te promets que je ferai ce qui est le mieux pour toi. Cette nuit-là, après avoir couché Élodie, Claire prit une décision. Elle envoya un message à Alexandre. On peut se revoir, mais à mes conditions. Ils se retrouvèrent dans un café près du canal Saint-Martin. Claire était arrivée en avance, s'était installée à une table près de la fenêtre. Elle avait apporté un carnet et un stylo, comme pour une réunion professionnelle. Lorsqu'Alexandre entra, elle lui fit signe de s'asseoir. « Merci d'être venu, dit-elle d'un ton neutre. Merci de m'avoir répondu.
Claire ouvrit son carnet. Elle avait passé la nuit à établir une liste de règles. Si tu veux faire partie de la vie d'Élodie, il y aura des conditions strictes. D'abord, nous commencerons lentement. Des rencontres courtes, dans des lieux publics, toujours en ma présence. Tu ne pourras pas la voir seule avant longtemps. Alexandre hocha la tête. Je comprends. Deuxièmement, tu ne lui diras pas immédiatement que tu es son père. Elle sait que tu existes, mais elle doit d'abord apprendre à te connaître en tant que personne. Quand le moment sera venu, nous lui dirons ensemble. D'accord. Troisièmement, ce que tu fais pour Élodie ne te donne aucun droit sur moi. Nous ne sommes pas un couple. Nous ne le serons jamais. Je veux être absolument clair là-dessus. Alexandre accusa le coup mais acquiesça. Je ne demande rien d'autre que d'être un père pour ma fille. Quatrièmement, si à un moment je sens que ta présence perturbe Élodie ou qu'elle ne va pas bien, j'arrête tout immédiatement. Son bien-être passe avant tout. Évidemment. Claire referma son carnet et planta son regard dans celui d'Alexandre. Pourquoi tu veux faire ça, Alexandre? Vraiment. Pas pour te racheter. Pas par culpabilité. Mais vraiment. Pourquoi? Alexandre prit une longue inspiration. Parce que j'ai 34 ans et que ma vie est vide. J'ai de l'argent, du pouvoir, des hôtels dans toute l'Europe. Mais quand je me réveille le matin, je ne ressens rien. Rien sauf le regret. Le regret de t'avoir perdu, de ne pas avoir connu ma fille. Pendant 5 ans, j'ai essayé d'oublier. J'ai travaillé sans relâche, j'ai voyagé, j'ai eu des relations sans importance. Mais rien n'a comblé ce vide. Et quand je t'ai vu à ce gala, quand j'ai vu Élodie, j'ai réalisé que c'était ma dernière chance de devenir un homme que je pourrais respecter. Claire le fixa longuement, cherchant la faille, le mensonge. Mais elle ne vit que de la sincérité. « On verra », dit-elle finalement. « La première rencontre aura lieu samedi prochain, au jardin d'acclimatation. Élodie adore cet endroit. On y passera 2 heures, pas plus. Je serai là. » Le samedi suivant, Claire emmena Élodie au jardin d'acclimatation. La petite fille sautillait d'excitation, vêtue d'une robe à fleurs jaunes et de sandales blanches. Alexandre les attendait près de l'entrée, un sac à dos sur les épaules. Lorsqu'il vit Élodie, son visage s'illumina. « Bonjour Élodie, tu te souviens de moi? Oui, t'es Alexandre, on va voir les animaux. Si tu veux, j'ai apporté du pain pour les canards. » Élodie lui prit la main spontanément. Claire sentit son cœur se serrer. Ils passèrent 2 heures à se promener dans le parc. Alexandre était naturel, attentif, patient. Il posait des questions à Élodie, riait de ses remarques, la portait sur ses épaules pour qu'elle puisse mieux voir les ponts. Claire observait la scène avec un mélange d'émotions contradictoires. À la fin de l'après-midi, alors qu'ils mangeaient des gaufres sur un banc, Élodie demanda « Alexandre, tu reviendras me voir? Si ta maman est d'accord, oui, j'aimerais beaucoup. » Élodie se tourna vers Claire avec des yeux suppliants. « Dis oui, maman. On verra, ma chérie. » Mais Claire savait déjà qu'elle dirait oui. Les rencontres se multiplièrent au fil des semaines, toujours courtes, toujours en présence de Claire. Un après-midi au musée des Arts et Métiers, où Élodie fut fascinée par les automates. Une matinée au jardin des plantes, où Alexandre lui expliqua l'histoire des dinosaures avec une passion communicative. Un goûter dans une pâtisserie du Marais, où Élodie dévora un éclair au chocolat en riant aux éclats. Claire voyait sa fille s'épanouir. Élodie parlait constamment d'Alexandre, ce qu'il lui avait dit, ce qu'il lui avait montré, les histoires qu'il lui racontait. Et malgré elle, Claire sentait sa rancœur s'effriter doucement. Un soir, alors qu'Alexandre raccompagnait Claire et Élodie jusqu'à leur immeuble, il s'arrêta sur le trottoir. « Claire, je voulais te dire, merci. Merci de me donner cette chance. Ne me remercie pas, je ne fais pas ça pour toi. Je sais, mais quand même, tu aurais pu me claquer la porte au nez. Tu ne l'as pas fait. » Claire le regarda. Dans la lumière déclinante du soir, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez le jeune homme arrogant qu'elle avait connu, de l'humilité. « Tu as changé, » dit-elle doucement. « Perdre ce qui compte le plus dans ta vie a tendance à te changer, » répondit-il. En septembre, le projet de revitalisation urbaine de Claire fut présenté lors d'un concours international d'architecture organisé par l'UNESCO. Le jury, composé d'architectes de renommée mondiale, décerna à son projet le prix de l'innovation durable. La nouvelle fit la une des magazines spécialisés. Le Monde consacra un article à l'architecte qui réconcilie patrimoine et modernité. Le soir de la cérémonie de remise des prix, qui se tenait au siège de l'UNESCO à Paris, Claire monta sur scène pour recevoir son trophée.
La salle était pleine. Collègues, journalistes, personnalités du monde de l'architecture. Isabelle Vernoux pleurait de fierté au premier rang. Et tout au fond, discret, se tenait Alexandre. Dans son discours de remerciement, Claire parla de son parcours, de Lyon, de ses débuts difficiles, de la trahison de Beaumont, de sa reconstruction. Elle ne mentionna pas Alexandre, mais elle parla d'Élodie. « Je dédie ce prix à ma fille, Élodie. C'est elle qui m'a appris la résilience, la force et surtout l'importance de construire quelque chose de solide, même quand tout s'écroule autour de soi. » La salle applaudit longuement. Lorsque Claire descendit de scène, plusieurs architectes prestigieux vinrent la féliciter. 2 cabinets internationaux lui proposèrent des collaborations. Un journaliste du Guardian demanda une interview. Claire était au sommet. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle trouva un message d'Alexandre. « Je suis fier de toi. Tu as toujours été exceptionnel. Je suis juste désolé de ne pas avoir été capable de le voir à l'époque. Félicitations. » Claire lut le message plusieurs fois. Puis elle le laissa sans réponse. En octobre, Claire reçut un appel étrange. C'était le directeur de l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon, son ancienne école. « Madame Dumas, je vous appelle au sujet d'une donation exceptionnelle que nous venons de recevoir. Un fonds de bourse d'études destiné spécifiquement aux mères célibataires souhaitant poursuivre des études d'architecture. Le donateur a souhaité que ce fonds porte votre nom. Bourse Claire Dumas pour l'excellence architecturale. » Claire resta sans voix. « Je ne comprends pas. Qui a fait cette donation ? Le donateur souhaite rester anonyme. Mais la somme est considérable. 2 millions d'euros. Cela permettra de financer une trentaine de bourses complètes sur les 10 prochaines années. » Après avoir raccroché, Claire chercha frénétiquement des informations. Elle contacta l'administration de l'école, fit des recherches, puis, dans un moment de lucidité, elle appela Alexandre. « C'est toi, n'est-ce pas ?» Un long silence. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Les bourses. À Lyon. C'est toi. » Alexandre soupira. « Comment tu l'as su ? Qui d'autre aurait fait ça ? Pourquoi, Alexandre ? Pourquoi tu as fait ça ? Parce que je ne peux pas effacer ce que je t'ai fait subir, mais je peux essayer de faire en sorte que d'autres femmes dans ta situation n'aient pas à souffrir autant. Tu as dû te battre seule, sans ressources, sans soutien. Ces femmes méritent mieux. » Claire sentit les larmes monter. « Tu n'attends rien en retour ? » ?»« Non, je ne t'ai même pas dit que c'était moi. Tu as découvert par toi-même. Claire, je ne fais pas ça pour que tu me pardonnes. Je le fais parce que c'est juste. » Claire raccrocha et pleura pendant 1 heure. C'était la première fois qu'elle pleurait sur Alexandre sans colère, juste avec une tristesse infinie pour ce qui aurait pu être. Le lendemain, elle l'invita à prendre un café. « Je veux que tu vois Élodie sans moi, » dit-elle sans préambule. Alexandre la regarda, stupéfait. « Tu es sûr ? » ?»« Non, mais je pense que c'est le moment. Elle t'aime bien. Elle parle de toi tout le temps. Et je crois. Je crois que tu as prouvé que tu ne partirais pas à nouveau. Je te promets que je ne la décevrai jamais. Si tu le fais, Alexandre, si tu lui fais du mal, je te jure que tu ne la reverras plus jamais. Je comprends. » Le moment était venu. Claire et Alexandre décidèrent ensemble comment annoncer la vérité à Élodie. Ils choisirent un dimanche après-midi, dans l'appartement de Claire. Alexandre apporta des macarons, les préférés d'Élodie, et ils s'installèrent tous les 3 sur le canapé du salon. « Élodie, ma chérie, » commença Claire en prenant la main de sa fille. « Tu sais qu'Alexandre et moi, on se connaît depuis longtemps, n'est-ce pas ? » « Oui, vous étiez amoureux avant, c'est ça. » Claire échangea un regard surpris avec Alexandre. « Comment tu sais ça ? » « J'ai entendu tante Isabelle en parler au téléphone une fois. » Claire sourit malgré elle. Décidément, rien n'échappait à cet enfant. « Oui, on était amoureux. Et Alexandre ? Alexandre est ton papa. » Élodie regarda Alexandre, puis Claire, puis à nouveau Alexandre. Son petit visage était grave, concentré. « Mon vrai papa ? Pas juste un ami ? » « Ton vrai papa, » confirma Alexandre, la voix tremblante. « Pourquoi tu n'étais pas là avant ?» La question, simple et directe, transperça Alexandre comme une lame. « Parce que j'ai eu très peur quand j'ai su que tu allais naître. J'ai fait de mauvais choix. J'ai blessé ta maman et je t'ai abandonné. C'est la plus grosse erreur de ma vie. Tu vas encore partir ? Non, jamais. Si tu veux de moi dans ta vie, je serai là. Toujours. » Élodie réfléchit longuement. Puis elle se leva, s'approcha d'Alexandre et le prit dans ses bras. « Je suis contente que tu sois mon papa, même si tu as été bête avant. »
Alexandre éclata en sanglots, serrant sa fille contre lui comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. Claire détourna le regard, les yeux embués. Les mois suivants furent une période d'ajustement. Alexandre voyait Élodie 2 fois par semaine, un mercredi après-midi après l'école et un samedi ou dimanche. Il l'emmenait au cinéma, au musée, parfois juste dans un parc où ils parlaient de tout et de rien. Leur relation se construisait lentement, patiemment. Claire observait cette évolution avec des sentiments mitigés. Elle était heureuse pour Élodie, mais une partie d'elle ressentait une forme de jalousie irrationnelle. Cet enfant qu'elle avait élevé seule pendant 5 ans tissait maintenant des liens avec un homme qui avait été absent. Un soir, alors qu'Alexandre ramenait Élodie après une sortie au jardin des plantes, la petite fille s'endormit dans ses bras pendant le trajet en voiture. Alexandre la porta jusqu'à son lit avec une tendresse infinie. Claire l'observait depuis le seuil de la chambre. « Tu es doué avec elle, dit-elle doucement. Elle me facilite les choses. C'est une enfant extraordinaire. Tu as 5 ans de retard à rattraper. Je sais. Et je compte bien y passer le reste de ma vie. » Ils retournèrent dans le salon. Alexandre s'apprêtait à partir quand Claire l'arrêta. « Reste prendre un verre, si tu veux. » C'était la première fois qu'elle lui proposait de rester. Alexandre accepta, surpris. Ils s'assirent sur le canapé avec un verre de vin rouge. Le silence était étrangement confortable. « Comment va le travail ?» demanda Alexandre. « Très bien. J'ai 3 nouveaux projets en cours. L'un d'eux est un hôtel-boutique dans le Marais. Ironique, non ? Tu veux que je te mette en relation avec des gens du secteur ? Je connais. » « Non, coupa Claire fermement. Je veux réussir par moi-même, sans ton aide, sans ton réseau. » « Je comprends. » Un autre silence. « Alexandre, pourquoi tu n'as jamais refait ta vie ? 5 ans, c'est long. » Alexandre tourna son verre entre ses mains. « J'ai essayé. J'ai eu quelques relations. Mais ça ne marchait jamais. Je comparais toutes les femmes à toi. Et elles ne faisaient pas le poids. Ne dis pas ça. Pourquoi ? C'est la vérité. Claire, je sais que je n'ai aucun droit de te dire ça, mais je ne t'ai jamais oublié. Pas un seul jour. » Claire se leva brusquement. « Il faut que tu partes maintenant. » Alexandre se leva à son tour, contrit. « Je suis désolé. Je n'aurais pas dû. » « Non, tu n'aurais pas dû. » Après son départ, Claire resta longtemps assise dans le noir, le cœur battant. Elle refusait de laisser ses sentiments refaire surface. C'était trop dangereux, trop douloureux. En novembre, Isabelle Vernoux convoqua Claire dans son bureau. Elle avait une proposition. Claire, le cabinet a reçu une offre pour un projet majeur à Bordeaux. La transformation d'anciens docks en un complexe mixte résidentiel, commercial et culturel. C'est un projet sur 5 ans, budget de 50 millions d'euros. Je veux que tu le diriges. Moi ? Mais tu es la meilleure architecte que j'ai jamais eue dans mon équipe. Tu as le prix de l'UNESCO. Tu as prouvé que tu pouvais gérer de grands projets. Il est temps que tu ouvres ton propre cabinet. Claire resta bouche bée. Mon propre cabinet ? Oui, je te propose un partenariat. Tu crées ta structure. Tu gardes ton indépendance, mais tu restes affilié à Vernoux & Partners pour les grands projets. Tu auras ta propre équipe, ton propre nom sur la porte. Claire sentit les larmes monter. C'était tout ce dont elle avait rêvé. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui, sourit Isabelle. Le soir même, Claire annonça la nouvelle à Élodie et à Alexandre, qui étaient venus chercher sa fille pour un dîner. « Maman va ouvrir son entreprise !» cria Élodie en sautant partout. « Claire, c'est incroyable !» dit Alexandre, sincèrement heureux. « Tu mérites tellement ça. »« Oui, dit-elle doucement. Je mérite ça. » Pour la première fois depuis 5 ans, elle se sentait complète. Pas parce qu'Alexandre était revenu, mais parce qu'elle avait reconstruit sa vie pierre par pierre, de ses propres mains. Un dimanche de décembre, alors que les premiers flocons de neige tombaient sur Paris, Alexandre proposa à Claire et Élodie une promenade au jardin du Luxembourg. Claire accepta. Ils se retrouvèrent près de la fontaine Médicis, emmitouflés dans leurs manteaux d'hiver. Élodie courait devant eux, riant aux éclats, en essayant d'attraper les flocons avec sa langue. Claire et Alexandre marchaient côte à côte, à distance respectueuse. « Elle est heureuse », dit Alexandre en observant sa fille. « Oui, et c'est tout ce qui compte. Claire, je voulais te dire, je ne m'attends à rien. Je ne t'ai jamais demandé de me pardonner ou de me donner une seconde chance. Mais je veux que tu saches que tu es la femme la plus courageuse et la plus admirable que j'ai jamais rencontrée. Ce que tu as accompli seule, c'est extraordinaire. » Claire sentit sa gorge se serrer. « J'ai fait ce que j'avais à faire. Pour elle. Pour moi. Tu as gagné, Claire. Tu as vaincu tout ce qui aurait pu te détruire.
Je n'ai pas gagné, Alexandre. J'ai survécu. J'ai reconstruit. C'est différent. Ils s'assirent sur un banc, observant Élodie jouer avec d'autres enfants près du bassin. Le silence entre eux était paisible. « Est-ce que tu es heureuse ?» demanda soudain Alexandre. Claire réfléchit longuement. « Oui, je crois que oui. Pas heureuse comme je l'imaginais à 28 ans, mais heureuse d'une manière plus profonde, plus solide. Et il y a quelqu'un dans ta vie ? Non, je n'ai pas eu le temps, ni l'envie d'ailleurs. Élodie et mon travail me suffisent amplement. Tu mérites d'être aimée, Claire. Peut-être, mais pour l'instant je m'aime moi-même, et c'est déjà beaucoup. » Alexandre hocha la tête, un sourire triste aux lèvres. « Je t'ai perdu, n'est-ce pas ? » Définitivement. Claire le regarda longuement. Dans ses yeux, elle ne vit plus l'arrogance du jeune héritier qu'elle avait connu. Elle vit un homme brisé, repenti, qui essayait sincèrement de devenir meilleur. « Tu ne m'as pas perdu, Alexandre. Tu n'as jamais pu me perdre parce que je ne t'appartenais pas. Mais tu as perdu ce que nous aurions pu être. Ça, oui, c'est perdu à jamais. Je sais. Mais, ajouta-t-elle plus doucement, tu as gagné une fille. Et si tu continues comme ça, tu auras une place dans sa vie. C'est déjà beaucoup. C'est déjà tout, murmura-t-il. Élodie revint en courant, les joues rouges de froid. On peut aller manger des crêpes? J'ai faim. Claire rit et se leva. Allons manger des crêpes. Ils quittèrent le jardin tous les trois. Pas comme une famille, pas comme un couple, mais comme trois personnes liées par une histoire compliquée, douloureuse et pourtant désormais apaisée. Le printemps avait explosé sur Paris. Les cerisiers du jardin des plantes étaient en fleurs et la ville sentait le renouveau. Claire inaugura son cabinet d'architecture en mars, atelier Claire Dumas. Le vernissage rassembla des dizaines de professionnels, de journalistes, d'amis. Isabelle Vernou était là, fière comme une mère. Marguerite, venue spécialement de Lyon malgré sa santé fragile, pleurait de bonheur. Et Élodie, vêtue d'une robe bleue, distribuait des petits fours aux invités avec sérieux. Alexandre était là aussi, discret au fond de la salle. Lorsque Claire prononça son discours de remerciement, leurs regards se croisèrent brièvement. Il leva son verre vers elle. Elle inclina légèrement la tête en retour. Le cabinet décolla rapidement. Claire remporta 3 concours majeurs en 4 mois. Son nom circulait dans les hautes sphères de l'architecture européenne. Elle voyageait, donnait des conférences, mentorait de jeunes architectes. Elle était devenue ce qu'elle avait toujours rêvé d'être. Une femme libre, talentueuse, reconnue. Alexandre continuait de voir Élodie régulièrement. Il l'emmenait en vacances pendant les congés scolaires, toujours avec l'accord de Claire. Petit à petit, il était devenu un vrai père. Pas parfait, mais présent, attentif, aimant. Entre Claire et lui, les choses restaient cordiales mais distantes. Ils se parlaient pour organiser les visites d'Élodie, échangèrent des nouvelles, mais jamais rien de plus. Claire avait refermé cette porte, peut-être pour toujours, peut-être pas. Elle ne se posait plus la question. Un dimanche de juin, alors que Paris baignait dans une lumière dorée, Alexandre emmena Élodie et Claire pique-niquer au jardin du Luxembourg. C'était devenu une sorte de rituel mensuel. Ils s'installèrent sur l'herbe près du bassin octogonal, et Élodie, maintenant âgée de 6 ans, courut aussitôt faire voguer des petits bateaux en bois. « Elle te ressemble de plus en plus, » dit Alexandre, en mordant dans un sandwich. « Elle a ton caractère, » répondit Claire. « Têtue, déterminée. C'est ton caractère aussi. » Claire sourit. C'était vrai. « Alexandre, je voulais te dire quelque chose, » reprit-elle après un silence. « Merci. Pour tout ce que tu fais pour Élodie. Tu es devenu un bon père. » Alexandre sentit sa gorge se serrer. « Ça veut beaucoup pour moi de te l'entendre dire. Je ne le dirais pas si je ne le pensais pas. » Ils observèrent Élodie jouer. Elle riait aux éclats en courant après les bateaux. « Tu as refait ta vie ?» demanda Alexandre, la voix hésitante. « Non, pas encore. Peut-être un jour, mais je ne suis pas pressé. »« Et tu m'as pardonné ?» Claire réfléchit longuement à cette question. L'avait-elle pardonné? Elle ne savait pas. Peut-être que le pardon n'était pas le bon mot. Peut-être qu'elle avait simplement fait la paix avec le passé. « Je ne sais pas si j'ai pardonné, » dit-elle finalement. « Mais je ne ressens plus de colère. C'est déjà beaucoup. C'est plus que ce que je mérite. » « Oui, » admit-elle sans cruauté. « Mais Élodie mérite d'avoir un père. Et moi, je mérite d'avancer. » Élodie revint en courant, essoufflée, et se jeta entre eux deux.
On rentre quand? J'ai envie de dessiner. Bientôt, ma chérie, dit Claire en caressant ses cheveux. Alexandre regarda cette scène, sa fille blottie contre sa mère, le soleil doré filtrant à travers les arbres, les rires d'enfants résonnant dans le jardin. Ce n'était pas la vie qu'il avait imaginée. Ce n'était pas le happy end des films romantiques, mais c'était quelque chose de réel, de précieux, une seconde chance imparfaite. Claire leva les yeux vers le ciel. Les nuages formaient des figures éphémères. Elle pensa à la fille qu'elle était à 28 ans, pleine d'espoir et de rêves. Elle pensa à la femme qu'elle était devenue, cicatrisée, plus forte, plus sage. Avait-elle gagné? Si gagner signifiait être heureuse, avoir reconstruit sa vie, avoir élevé une enfant magnifique, avoir réussi professionnellement. Alors oui, elle avait gagné. Mais ce n'était pas une victoire sur Alexandre. C'était une victoire sur elle-même, sur ses peurs, ses doutes, son désespoir. Elle s'était relevée quand tout s'était effondré. Elle avait construit un empire sur des ruines. « Maman, à quoi tu penses ?» demanda Élodie. Claire sourit et embrassa le front de sa fille. « Je pense qu'on a de la chance, ma chérie. Beaucoup de chance. Parce qu'on est ensemble? Oui, parce qu'on est ensemble. » Et dans la lumière déclinante de ce dimanche parisien, Claire Dumas, architecte reconnue, mère célibataire devenue une femme accomplie, se sentit enfin complète. Non pas parce qu'un homme était revenu, mais parce qu'elle avait appris que vaincre ne signifie pas obtenir justice ou vengeance. Vaincre, c'est choisir qui on devient après la tempête. C'est se reconstruire avec ses propres mains. C'est transformer la douleur en force. Elle avait vaincu, à sa manière, en devenant elle-même.